Ceci est une histoire vraie. Elle est arrivée à la nuit d'une de mes amies. J'étais Miss Magnifique 1943. Ma grand-mère était Miss Superbe 1918 et toutes mes filles ont déjà obtenu des prix. Mais cette fille, Anne-Marie, prenait les choses trop au sérieux. Ce n'est pas facile de gagner un concours de beauté. Il faut s'entraîner, cultiver son sourire, prendre soin de sa personne, bien sûr. Il faut avoir le désir de vaincre. Anne-Marie possédait tout ça et plus encore. Elle avait fait tomber une autre gamine pour gagner la coupe du Miss Mini 1983. Elle avait volé la robe d'une autre concurrente lors du concours Miss Ado 88. Elle était prête à tout pour gagner le ruban de satin. Mais avant tout, elle suivait des régimes. Celles qui participent au concours de beauté sont plutôt minces, c'est vrai. Mais Anne-Marie se laissait presque mourir de faim. Elle mangeait un demi-raisin au petit déjeuner et reniflait un sandwich au thon au déjeuner. Anne-Marie prétendait devoir perdre encore 3 kilos avant la cérémonie de Miss Univers. Alors elle fit ce contre quoi toute mère vous met en garde et prit des cachets pour maigrir. Et pas n'importe quel cachet pour maigrir. Il venait directement du marché noir, du genre perdez 5 kilos en 10 jours, sans exercice, sans régime. Chaque cachet était une capsule bizarre de la taille du pouce. Ils étaient assez mous et étaient percés de petits trous, mais Anne-Marie s'en fichait. Elle gagnerait le concours, même si elle devait en mourir. Elle commença à prendre 3 cachets par jour et suivit les instructions qui disaient de ne pas boire une seule goutte. Elle perdit les 3 kilos qu'elle voulait en 4 jours, sans se sentir malade. Bien entendu, elle avait soif, mais qu'importe. Si elle perdait encore 3 kilos, elle gagnerait à coup sûr. Elle se mit à prendre 10 cachets à la fois et pas une goutte à boire. Le jour du concours, elle était très affaiblie. Tout le monde lui offrait à manger et à boire, mais elle refusait. Ses jambes étaient molles et elle avait l'impression que sa tête était passée dans une centrifugeuse. Mais une fois qu'elle fut sous les projecteurs et qu'elle vit la foule, Anne-Marie se mit à se déhancher comme un vrai mannequin. Elle était superbe et mince, vraiment mince. Sa bouche était sèche comme le désert du Sahara, mais il lui suffisait de tenir jusqu'à ce qu'elle gagne. Le public était unanime et on l'applaudit à tout rompre. Tout le monde se leva pour acclamer Anne-Marie quand elle reçut la couronne et qu'elle descendit la piste. Anne-Marie était à mi-chemin de sa marche victorieuse quand ses nerfs lâchèrent et elle se mit à avoir le hoquet. Un des juges se précipita vers elle avec un verre d'eau, mais Anne-Marie n'était pas prête à abandonner aussi près du but. Pendant qu'il lisait tous les prix qu'elle avait gagnés, son hoquet s'aggrava. Anne-Marie devait boire une gorgée d'eau, malgré les instructions qu'il y avait sur le flacon de cachet. Mais dès qu'elle eut trempé ses lèvres dans l'eau, plus question de s'arrêter. Anne-Marie avala plusieurs tasses d'affilée. Dommage que sur les boîtes de cachet du marché noir, la composition ne soit pas indiquée. Si ça avait été le cas, l'étiquette aurait révélé que ces cachets étaient en fait des éponges microscopiques. Et vous savez ce qui arrive quand les éponges absorbent de l'eau. Anne-Marie se mit à gonfler comme un ballon plein d'eau. Tout son costume se déchira, la fermeture éclair se défila et tous les boutons sautèrent à mesure que les petites éponges absorbaient l'eau. Miss Univers, un peu gênée, réussit à se dandiner, puis à rouler jusqu'aux coulisses. Ah oui, c'est la vérité. C'est arrivé à la nuit d'une de mes amies. Anne-Marie continue de participer à des concours de beauté, mais maintenant elle fréquente le gym au lieu de prendre des cachets. Elle s'entraîne pour être la prochaine Miss Super Muscle. Ceci est une histoire vraie. Elle est arrivée à la nuit d'une de mes amies. Elle s'appelait Cindy. En plus d'être la meneuse des majorettes de la promotion de 1963, elle sortait avec le capitaine de l'équipe de football. Elle était la plus jolie fille de Miniville et elle avait la coiffure la plus blonde et la plus haute qu'on ait jamais vue. Et toutes les filles de Miniville étaient vertes de jalousie. C'est vrai, la vie de Cindy était presque parfaite. Du moins, c'est ce que tout le monde pensait. Mais vous savez, une telle coiffure exige beaucoup de travail. Et le vrai problème était que Cindy était fainéante. Au lieu de se laver les cheveux et de se recoiffer à chaque fois, elle les vaporisait avec un mélange complexe d'hydroxyde de plutonium et de colle. Puis, elle rajoutait un peu de lac. Sa mère l'avait prévenue de ce qui pouvait arriver si on ne se lavait pas les cheveux. Mais Cindy ne l'écoutait pas.
Pour elle, tout ce qui importait, c'était que personne ne voit la différence, même si ses cheveux commençaient à avoir la solidité de l'acier trempé. Tout se passa pour le mieux jusqu'en secondaire 5. C'est à ce moment-là qu'elle se mit à avoir de sérieux maux de tête, douloureux, terribles, atroces. Mais il passait toujours. Par ailleurs, aucun mal de tête n'allait empêcher Cindy d'atteindre le but qu'elle s'était fixé au début du secondaire, qui était d'être couronnée reine du bal des finissants de l'école secondaire de Miniville pour 1963. La soirée la plus importante de la vie de Cindy arriva bientôt. Tous les yeux étaient rivés sur elle, alors qu'elle se tenait sur la scène du gymnase et qu'on posait la couronne sur sa magnifique tourelle blonde. La foule se tut lorsque Cindy avança vers le microphone. Ses maux de tête étaient revenus. Et cette fois-ci, ils étaient plus douloureux que jamais. Elle s'écroula en se tordant de douleur, en griffant et en tapant sa coiffure. Elle hurlait « Au secours! Il faut que ça cesse !» Des infirmiers arrivèrent sur place, mais furent incapables de soulager la jeune fille. Sans perdre un instant, ils conduisirent Cindy à l'hôpital. Là-bas, on passa sa coiffure au rayon X pour tenter de localiser le problème, mais sans succès. Les rayons ne pouvaient pas pénétrer sa chevelure. « Nous devons pénétrer cette chevelure !» s'exclama le docteur. Les instruments chirurgicaux normaux ne pouvaient pas la couper. La chevelure de Cindy était devenue un bloc impénétrable, résistant à la chaleur et au choc. Le docteur voyait bien que Cindy ne pouvait plus supporter la douleur. Alors, en dernier ressort, il fit apporter la toute nouvelle scie chirurgicale à 4 vitesses ultra rapide à lame diamantée. « Reculez !» hurla-t-il, alors que la scie trancha la coiffure comme du beurre. Ses traits solidifiés s'écrasèrent par terre. La coiffure de Cindy était complètement creuse. L'équipe chirurgicale s'approcha pour mieux voir. Et ceux qui le virent leur glaça le sang dans les veines. C'était si horrible et terrifiant que cet incident resta gravé dans leur esprit jusqu'à la fin de leur vie. Dans la cavité creusée au centre de la coiffure de Cindy, il y avait des araignées, des centaines de grosses araignées noires, laides et velues. Je vous assure, c'est une histoire vraie. Elle est arrivée à l'amie d'une de mes amies. Oh, Cindy habite toujours au même endroit. Elle est facile à reconnaître. C'est elle qui a les cheveux coupés en brosse. Ceci est une histoire vraie. Elle est arrivée à l'ami d'un de mes amis, Geoffroy. Il était majordome à la résidence La Villa des Guindés. Un jour, mademoiselle Émilie revint de vacances avec une paire de jeans déchirés, de la gomme à mâcher et un jeune homme. Vous avez bien entendu, un jeune homme. Je comprends pourquoi madame, la mère d'Émilie, s'était soudain sentie déstabilisée et avait dû se retirer dans sa chambre. Le père d'Émilie appela le docteur pour qu'il vienne prendre sa tension, car il craignait une crise d'apoplexie. Le problème, c'était que Charles, le jeune homme, n'avait pas de pédigré. Et il se rendait parfaitement compte du désarroi qu'il avait provoqué à la Villa des Guindés. Il proposa gentiment de quitter les lieux. Mais mademoiselle Émilie insista pour qu'il reste, convaincue que Charles pourrait s'adapter s'il y mettait du sien. Alors, le jeune homme téléphona à ses parents pour les informer de ses intentions. Comme il n'était pas chez eux, il laissa un message sur le répondeur. Si ses parents avaient été là, Charles aurait pu éviter l'expérience la plus embarrassante de sa jeune existence. Il faut dire que Charles était très épris de mademoiselle Émilie. Il était prêt à tout, ou presque, pour impressionner ses parents. Et mademoiselle Émilie souhaitait que le jeune homme ne se préoccupe pas des objections de sa famille. À l'insu de ses parents, elle se rendit dans leur chambre et prit une des vestes de soirée de son père. Et Charles aurait eu une allure très présentable si sa braguette n'était pas restée ouverte. Geoffroy se tenait à la porte de la salle à manger quand ils entrèrent. Et quand il remarqua la braguette ouverte du jeune homme, il tenta de lui faire signe. Il leva un sourcil et baissa les yeux sur l'objet du délit.
Charles pensa que Geoffroy essayait d'être aimable et remua les sourcils pour répondre au salut. Le dîner semblait se dérouler sans anicroche. On interrogea Charles sur ses projets d'avenir, qui consistaient principalement à sauver la forêt tropicale et ainsi de suite. On lui demanda des renseignements sur sa famille et sa lignée. Il raconta donc l'histoire de ses ancêtres qui étaient arrivés dans ce pays sur un bateau de marchandises et qui avaient travaillé dur, chose qui était complètement étrangère à la famille de mademoiselle Émilie. Geoffroy était très impressionné par l'audace et la patience du jeune homme qui subissait cet interrogatoire sans sourciller. Et pendant qu'il servait la soupe, Geoffroy, par souci de bien faire, profitait d'une occasion pour prévenir Charles de son problème de braguette. Il se pencha et, tout en manipulant adroitement la louche et la soupière, il parvint à chuchoter à l'oreille de Charles « Monsieur, votre braguette est ouverte ». Et d'un mouvement très discret, Charles réussit à remonter sa braguette sans que personne ne le remarque. Alors que le repas touchait à sa fin et que la crème brûlée était servie par le chef, Geoffroy vint annoncer à Charles que ses parents étaient au téléphone. Sa mère, qui avait reçu son message, le rappelait. Charles s'excusa, se leva de table et commença à se diriger vers la porte de la salle à manger, emmenant avec lui la nappe, la porcelaine, l'argenterie et le cristal, sans oublier la crème brûlée. Pour son plus grand malheur, le jeune homme avait coincé la nappe dans sa fermeture éclair. Il y avait de la crème brûlée par-ci, de la crème brûlée par-là, il y en avait partout. Ah mais c'est une histoire vraie. Elle est arrivée à l'ami d'un de mes amis. Et Charles n'est plus jamais retourné à la villa des Guindés. Bien qu'à présent, il ne mette plus que des pantalons à boutons. Ceci est une histoire vraie. Elle est arrivée à l'amie d'une amie, Janice. Elle était géniale et elle adorait les vêtements. Wow. Elle avait des tenues différentes pour chaque cours. Des tenues classiques pour la bibliothèque, décontractées pour les sorties scolaires et des tailleurs parisiens pour les cours de français. Personne ne pouvait rivaliser avec sa garde-robe jusqu'au jour où Tessa arriva à l'école. Tessa avait encore plus de vêtements que Janice. Bientôt, une rivalité vestimentaire s'engagea entre les deux filles. Chaque matin, les autres élèves attendaient de voir ce qu'elles allaient porter. Un jour, elles arrivèrent toutes les deux vêtues de la même façon. Elles se regardèrent dans le blanc des yeux, puis s'avancèrent l'une vers l'autre comme deux cow-boys dans un western, mais habillés avec plus de goût. L'une d'elles allait devoir payer. Tessa tendit la main et tira sur un fil qui pendait de la bretelle de Janice. Alors Janice tendit la main vers Tessa et tira un fil qui pendait de sa bretelle et lui dit « Jolie tenue !» Tessa répéta « Jolie tenue !» Puis elles passèrent l'une à côté de l'autre comme si de rien n'était. À partir de ce jour-là, rien ne fut plus comme avant. La guerre des habits était déclarée. Il y eut une bataille de chemisiers, de vestes, de débardeurs, de pattes d'éléphant, de talons hauts et bas, d'épaules et de dos nus, de jupes longues et mini. Mais ce n'était rien à côté de ce qui arriva le jour où une émission de mode télévisée décida de faire un reportage sur la mode dans les écoles secondaires. Janice se rendit chez une couturière pour se faire une tenue spéciale le soir précédant le tournage. Comme ça, il n'y avait aucune chance que quelqu'un d'autre ait la même. C'était un très bon plan, sauf que Tessa avait eu la même idée. La veille du tournage, Tessa se rendit chez la même couturière qui était en train de faufiler la robe de Janice. Quand Tessa vit cette robe, elle ne put résister. Elle offrit à la couturière de payer plus de 5 fois le prix qu'avait payé Janice. Bien entendu, la couturière accepta. Elle ne savait rien de la rivalité entre Janice et Tessa. La pauvre couturière reprit donc son faufilage. Soudain, Janice arriva et lui arracha la robe des mains. La couturière supplia Janice de lui laisser encore 1 heure pour finir de coudre la robe. Pas question! À cette heure-là, Tessa aurait eu le temps de passer devant la caméra et Janice n'allait pas se laisser supplanter. Surtout pas dans une émission de télé. Toute l'école s'était rassemblée dans l'auditorium. L'équipe de télévision arriva. Les projecteurs, les caméras, les reporters, tout était prêt. Le reporter cria « Ça tourne !» À cet instant, Janice fit son entrée par la porte de derrière. Et au même moment, Tessa fit son entrée par la porte de côté. Elles portaient toutes les deux un manteau. Pas à pas, centimètre par centimètre, jusqu'à ce qu'elles se retrouvent nez à nez au milieu de la scène.
En même temps, elles déboutonnèrent leurs manteaux et d'un mouvement rapide comme l'éclair, elles les enlevèrent. La foule retint son souffle. Elles portaient toutes les deux la même robe. Il fallait qu'il se passe quelque chose. Est-ce qu'elles allaient s'arracher les yeux à la télévision nationale? C'est à ce moment que Tessa tendit la main vers l'épaule de Janice. Janice fit de même. Allait-elle en venir au cou? Mais non. Chacune d'elles attrapa un fil qui pendait de la robe de l'autre. Toujours en souriant, elles dirent « Jolie robe » et tirèrent sur le fil. En tirant sur les fils, elles défirent les coutures des deux robes. Et Tessa et Janice, fil en main, se retrouvèrent nues au milieu de la scène, leurs robes décousues gisant à leurs pieds. C'est une histoire vraie. Elle est arrivée à des amis d'une de mes amies, Tessa et Janice. Vous savez, ces deux débraillés qui portent toujours les mêmes salopettes et les mêmes t-shirts en classe.